Il a été témoin d'un meurtre. Il est devenu la cible du tueur. En fuyant, il l'a accidentellement maîtrisé. Il a caché le tueur, devenu légume, dans son grenier. 2 ans plus tard, le tueur s'est soudainement réveillé et a perdu la mémoire. Il a profité de l'occasion pour mentir en se faisant passer pour sa femme. Je n'aurais jamais cru que l'assassin y croirait. Il est comme un petit canard qui vient d'éclore. Il le considère comme son seul soutien. Qui aurait pu imaginer que cet assassin à la voix si étrange se transformerait en un petit chien timide et collant. Il est toujours médecin des plantes. Timide, il ne préfère la compagnie que des plantes. Cette nuit-là, tard, il prit sa tronçonneuse et se rendit sur la colline derrière sa maison, pour soigner des arbres malades. Il tomba alors par hasard sur une scène de crime. Au clair de lune, un homme élancé enterrait vivante sa victime. Un sourire maladif se dessinait sur son visage, tandis que sa victime implorait sa pitié, se contentait de regarder froidement. Puis il poussait la personne dans le trou d'un coup de pied. Il prenait une pelle et enterrait. Yian était terrifié par cette scène. Tremblant, il sortit son téléphone pour appeler la police. Mais il marcha accidentellement sur une branche sèche, ce qui alerta l'homme. Il se retourna. Une lueur dangereuse brillait au fond de ses orbites profondes, comme s'il avait repéré une nouvelle proie. Tu es sûr de ne pas vouloir t'enfuir. Il fit immédiatement demi-tour et se mit à courir. Tout en courant, il appela la police pour expliquer la situation. Il n'avait pas fini sa phrase, qu'un long fil de pêche s'enroula autour de son cou. L'homme se pencha à son oreille, tout en resserrant la ligne. Il lui tend la tronçonneuse avec prévenance. N'oublie pas ça en courant. Au fur et à mesure que la corde autour de son cou se resserrait, il pouvait à peine respirer. À l'instant critique, il déploya une force incroyable. Il saisit la tronçonneuse et la frappa violemment derrière lui. Le sourire de l'homme se figea. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que sa proie se défende. À ce moment-là, l'homme qui avait été enterré vivant se précipita sur lui avec une pierre. Quand il s'écroula lourdement en bas de la pente, l'autre homme prit la fuite. Un regard fixe sur l'homme inconscient en bas de la pente. Il ne savait pas quoi faire sur le coup. La seconde suivante, il s'évanouit soudainement. Quand il rouvrit les yeux, il se découvrit attaché à un tabouret. Un homme le fixait impassiblement. Après une conversation, il apprit que cet homme s'appelait Kanjishi. Quant à l'homme qui avait été poussé dans le ravin, il s'appelait Kankayu. Ils étaient frères. Yian s'empressa d'expliquer qu'il avait agi en état de légitime défense, en blessant Kankayu avec une tronçonneuse. Et c'est ton frère qui a failli me tuer. Il était en train d'enterrer quelqu'un vivant. Kanji le regardait, le regard étrangement calme. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'enterrer quelqu'un vivant ? Yian resta bouche bée. De toute évidence, aucun de ses 2 frères n'était normal. Il s'est empressé d'ajouter que la blessure mortelle avait été causée par l'homme enterré vivant. Boxer l'a interrompu dans ses explications. Pour lui, les détails n'avaient pas d'importance. L'important, c'est que cette femme devait payer. Boxer le regardait de haut. Son regard était indifférent et glacial, comme si j'observais un cheval que je pourrais écraser à tout moment. Un calme glaçant. Le prix à payer est que tu dois conclure un marché avec moi. Tu prendras soin de mon frère, jusqu'à ce que je retrouve cet homme. Que tu attaches les pieds ou les mains de Kankayu. Ne le laisse pas quitter les fleurs. Sinon, je ferai de toi le coupable qui a blessé mon frère. Yian n'avait absolument pas le choix. Il a été forcé de signer un contrat avec le boxeur. Bientôt, le boxeur a construit un 2e étage chez lui. Il y a installé Kankayu, et il arrangeait de temps en temps pour que du personnel médical vienne s'occuper de lui. 2 années se sont écoulées en silence. Chaque soir avant de dormir, Yian montait au 2e étage pour vérifier l'état. Puis il s'asseyait au bord du lit et priait, « S'il te plaît, ne te réveille surtout pas ». Mais son vœu allait y être exaucé. Ce soir-là, comme d'habitude, il monta au 2e étage, mais le lit était vide. Alors qu'il était désemparé, des bras surgirent de l'obscurité et le saisirent. Juyan fut terrifié. Impatient dans le coma depuis 2 ans, ses muscles devraient être complètement atrophiés. Pourquoi sa force est-elle encore aussi impressionnante? Il supplie humblement le Tout-Puissant de le laisser tranquille, et affirme pouvoir expliquer tout cela. « C'est toi qui m'as enfermé. » Sa voix ressemblait à de la glace brisée. « Où est-ce moi qui t'ai enfermé ?» Yian s'empressa d'expliquer. « Ce n'est pas comme tu le penses. Kankayu, tu as été dans le coma pendant 2 ans. » Il le retourna brusquement. À cet instant, Yian croisa un regard, qui le laissa sans voix. Profond comme un abîme, froid comme la glace, comme une bête fixant sa proie, mais avec une pointe de confusion. Son visage est toujours beau, mais il est plus énergique qu'avant son coma. « Kankayu » répète-t-il doucement. « Est-ce mon nom ?» Yi le fixe, stupéfait. Il approche lentement son visage. L'aiguille dans sa main se pose doucement sur son cou. Cette voix effrayante me demande si je suis important pour toi, si je suis quelqu'un d'important pour toi, ou quelqu'un que tu n'hésiterais pas à tuer. Je ne dois pas être si important que ça, parce que j'ai très envie de te briser le cou. Son regard rappelle à Yian la terreur de cette nuit dans la montagne. Il s'est empressé d'expliquer avec agitation que nous étions très proches, que tu étais incroyablement gentil, et que tu ne pourrais jamais commettre un meurtre. Tu m'as même mis un collier.
Pourquoi un fil de pêche ne serait-il pas un collier? Xuan Kaiyu est quelqu'un de très attentionné. Il ne me forcerait jamais à faire quoi que ce soit. Il ne serait pas aussi méchant avec moi, et il ne ferait jamais de mal. Ses doigts glissèrent sur le cou de Yiyan. Le contact glacé le fit frissonner. Pourquoi je ne ferais pas de mal? Voyant sa vie en danger, il laissa échapper: parce que je suis votre femme. Kanké resta bouche bée. Il voulut encore dire quelque chose, mais s'évanouit soudainement. Il ne se réveilla pas, même après qu'on l'ait appelé. Un mois plus tard, alors qu'il était au travail, soignant des arbres blessés, il reçut un appel de l'hôpital. Le médecin lui dit que jeune Géo récupérait bien et que, malgré l'accident, son cerveau ne présentait aucune anomalie. Mais il a développé une forme rare de léthargie. Une fois endormi, on ne sait pas quand il se réveillera. Au début, c'était 3 jours, puis 5. Et maintenant, il dort depuis 12 jours. En entendant cela, Yiyan était folle de joie. Elle a raccroché précipitamment et a manqué l'avertissement le plus important du médecin. Les patients léthargiques deviennent plus paranoïaques, plus agressifs, et plus obsédés par les relations intimes. Ce qui perturbe les médecins, c'est que jeune Géu répète une phrase dans son sommeil. S'il te plaît, ne te réveille pas. De retour à la maison le soir, jeune Géu avait déjà été ramené par le personnel médical. Il fredonnait un air en montant au 2e étage. Le lit d'hôpital était de nouveau vide. Paniqué, il retrouva Kankéyu non loin de chez lui. Il se tenait là, immobile, au clair de lune, tenant dans sa main un poulet mort. Son regard était vide et glacial. Quelqu'un, terrifié, se couvrit la bouche. De toute évidence, c'était lui qui avait tué le poulet à coups de dents. Pourquoi cet homme est-il si effrayant, même amnésique? Kanké murmurait à voix basse. Où pourrais-je trouver Yiyan? Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'il cherchait à se retrouver. Il a même cassé la porte arrière pour s'enfuir. Il tira le coin de sa bouche, essayant de calmer Kankéyu. Il l'a invité à rentrer à la maison avec lui. Mais Kankéyu s'est soudainement approché de lui. Je suis maintenant certain que vous êtes ma femme, car pendant mon sommeil, je rêvais constamment d'eux. Isseihachi ayant peur et voulant reculer, Zanké lui demandant soudainement son nom. Il hésita seulement un instant. La voix de Zanké se refroidit. Ne me force pas à te le redemander. Isseihachi avoua immédiatement tout honnêtement. Il fixait intensément ses yeux. Tu voudrais profiter du malheur de ton mari pour devenir folle, et l'abandonner, pour sauver ta peau. Elle secoua la tête à plusieurs reprises. Un rictus apparut sur ses lèvres. On dirait bien que je suis vraiment ton mari. L'idée que tu veuilles m'abandonner me met hors de moi. Regarde comme je t'aime. Un mot peut le supporter. Pas l'amour d'un fou. Mais il n'ose pas non plus contrarier Kankéyu. Il a peur que les voisins le voient s'il reste ici trop longtemps. Il ne peut qu'apaiser Kankéyu en réprimant son anxiété. Yuyu, retourne chez toi. Yiyan pense la blessure de Kankéyu. Quand il a levé les yeux, il s'est rendu compte qu'il le fixait. Son regard était comme celui d'une bête observant sa proie. Ça lui a donné des frissons dans le dos. Il a cherché une excuse pour partir, mais Kankéyu l'a arrêté. Nous sommes mariés. Devons-nous faire chambre à part? Le visage de Yiyan a immédiatement rougi. Quel est le prix de ce mensonge? Cela semble dépasser ses attentes. Xuanké perçoit son malaise. Sa voix s'adoucit soudainement. Je serai comme le mari dont tu te souviens. Je ne te traiterai pas légèrement. Et je ne te forcerai pas non plus. Yanyan, alors inquiet, se couche de l'autre côté. Mais la conversation qui suit le laisse un peu désemparé. Un touche à touter les enfants curieux. Les questions fusent. Il doit faire travailler ses méninges. Il invente leur passé. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Juste après le mariage, tu as eu un accident dans la montagne, et tu es tombé dans le coma. Et combien de temps vous êtes-vous fréquentés? Le célibataire endurci se creuse la tête. À peine se sont-ils rencontrés qu'ils s'arrêtent brusquement. Se marier dès la première rencontre. Est-ce que ça ne paraîtra pas trop faux? Mais jeune Géo comprend mal. Dès notre rencontre, c'est moi qui t'ai traîné à l'hôtel. Il reste sans voix. Je ne peux que garder le silence. Kanké a ensuite posé quelques questions. Une idée lui est soudainement venue. Depuis notre mariage, tu es comme un moine sans désir. J'aime beaucoup ça chez toi. Cette fois, c'est au tour de Kanké de garder le silence. Il a finalement cessé d'insister. Le calme est revenu. Yiyan pria silencieusement que cette crise de narcolepsie le fasse dormir au moins une semaine. Le lendemain, Yiyan fut réveillé par un doux bonjour. Il a failli tomber du lit de peur. Il était effondré. N'était-il pas censé avoir la narcolepsie? Pourquoi ça ne marche pas? L'après-midi, le médecin est venu voir Kanké, a fait un bilan de son état de santé, et a dit vouloir déterminer précisément ses cycles de sommeil. Pour cela, il lui faut plus de données d'observation. En apprenant de Kanké Y que les deux n'avaient pas dormi séparément la nuit dernière, le médecin, réprimant son envie de potin, recommande à Yan de continuer ainsi. Peut-être, c'est pour cela que Kankéyu n'a pas sombré dans le sommeil. Yiyan,
le visage fatigué, est arrivé en bas. Le directeur de l'hôpital des plantes entretient d'excellents rapports avec lui. Il vient souvent lui rendre visite. Il doit maintenant trouver une excuse plausible pour expliquer la présence de Kankayu. Il a pourtant inventé d'innombrables prétextes, mais il trouvait qu'aucun ne résistait à l'examen. Le doyen est un expert des relations hommes-femmes. On ne peut absolument pas le tromper. Le plus important, c'est que c'est trop dur de porter ça tout seul. Yi-Yan décide de tout avouer au doyen. Le doyen est choqué en l'entendant. Il a du mal à comprendre pourquoi il joue le rôle de la femme de celui qui a failli le tuer. Tout le monde le presse de clarifier les choses et de retrouver son célibat. J'ai plein de garçons formidables que je pourrais te présenter. La seconde suivante, elle est démentie à toute vitesse. Kankayu descend des escaliers. Le visage de cet homme semble tout droit sorti d'un tableau, tellement beau qu'il en est indomptable. Le directeur a immédiatement changé de ton. Il s'est écrié « Voilà mon gendre ». Les trois s'assirent sur le canapé, apprenant que le directeur était aussi un médecin des arbres. Zhong Shao lui demanda son métier. Il lui répondit sur le ton de la plaisanterie. « Avant, tu plantais des fleurs à l'hôpital des arbres, bien qu'il cultive sa belle-mère dans les montagnes. » Kankayu a soudain demandé prudemment au doyen. « Puis-je m'asseoir à côté de Yi-Yan ?» L'atmosphère s'est figée un instant. Kankayu avait l'air perplexe, mais Yi-Yan sentait qu'il y avait une lueur cachée dans ses yeux. Terrifié, il s'est immédiatement assis à côté de lui, regardant l'expression heureuse et satisfaite de Kankayu. Le directeur ne put s'empêcher de se demander intérieurement si cet homme avait vraiment enterré quelqu'un vivant. Yi-Yan expliqua que le directeur était juste un collègue qu'il connaissait depuis 15 ans. Ils s'entendaient très bien, c'est pourquoi il venait souvent lui rendre visite. Kankai dit sérieusement. Alors, le directeur doit être très important pour Yi-Yan. Je dois lui faire bonne impression. Il s'est empressé de s'excuser pour son impolititude. Après tout, un mot est dit. C'est un homme doux et très poli. Le directeur a commencé à discuter avec lui, lorsqu'ils ont abordé la progression de sa guérison de l'hypersomnie. Il craignait qu'il ne se souvienne des recommandations du médecin, et a rapidement interrompu Xiankayu. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, il faut y aller doucement. Pourquoi m'appelles-tu toujours par mon nom et mon prénom? Il pencha soudain la tête et le fixa. Ses yeux profonds étaient empreints d'une certaine douleur. Tu ne peux pas m'appeler Jéhu. Même si tu me sembles étranger, dans mon désarroi, tu es tout ce qu'il me reste. Ces paroles soudaines le laissèrent désemparé. Ses joues sont enflammées. Une main douce et experte effleure son visage. Si je perdais même ce dernier lien, que deviendrais-je? Je veux être le mari qui te rendra heureuse. Ce geste intime accélère son rythme cardiaque. Il se réprimande, paniqué. Ses palpitations sont sûrement dues à la peur. Le directeur, observant l'expression inhabituellement paniquée sur son visage, sort discrètement son téléphone. Il décide de se renseigner sur l'identité de Kankayu. Le soir, Yi-Yan s'affale sur son lit, épuisé. Il a passé toute la journée à gérer Kankayu, terriblement collant. Cela l'a vraiment épuisé. Il a finalement réussi à s'en débarrasser en prétextant du travail. Il repense au conseil du médecin de la journée. Il a décidé qu'il devait résister ce soir. Son devoir était simplement de surveiller Kankayu. Mais ce type est trop collant, alors il a arrêté. Il faisait des pompes devant sa porte. En seulement un mois, ses muscles étaient comme neufs. Cette vitesse est effrayante. En apparence, il est très obéissant maintenant. Mais au fond de lui, ce doit être encore ce tueur qui enterre les gens vivants en souriant. Si cette bête endormie s'en prend vraiment à sa femme, j'ai peur que ça ne serve à rien. Alors qu'il priait pour que tout le monde retourne se coucher au 2e étage, on a frappé à la porte. Il a ouvert d'un coup d'œil. Ce son résonnait comme un arrêt de mort. Il tremblait de tout son corps. Il n'osa plus jamais sortir. Après un long moment, le calme sembla revenir à l'extérieur. Il colla prudemment son oreille à la porte, pour s'assurer qu'il était parti. Tu croyais que j'étais parti? Le bruit soudain venant de l'extérieur le fit sursauter. Jeune Ji sembla deviner son intention et lui dit « Viens, je ne peux plus sentir ton odeur », avoua-t-il, stupéfait. Jeune Ji s'expliqua. Il pouvait sentir l'odeur d'herbe qui émanait de lui. Sa voix était empreinte de souffrance. Sens-toi près de moi. Je ne sais même plus qui je suis. Bien qu'il soit encore en vie, j'ai l'impression que ce n'est pas réel. Il baisse la voix, presque en suppliant, me demandant de lui dire que ce n'est pas un rêve. Dis-moi que je ne suis pas fou. Il marque une pause. Parle-moi du passé, pour que je sois sûr d'avoir existé. Sa respiration est lourde, alors qu'il pourrait facilement défoncer la porte. Il hésite à toucher la fine cloison. Yi-Yan réalise avec surprise que la gentillesse, la stabilité, la douceur, ces traits de caractère qu'il a inventés, ont réellement fini par contraindre sa nature profonde. Il essaie de dire « Je me lave les cheveux. J'ai du shampoing dans les yeux et ça me pique. On en reparlera une autre fois, d'accord ?» Kankai baissa les yeux et resta silencieux un long moment. Finalement, il murmura « Alors, je remonte au 2e étage. Yi-Yan, prends bien soin de toi. » Yi-Yan ne s'attendait pas à ce qu'il parte vraiment. La surprise faillit lui arracher un cri. Mais sa phrase « Prends bien soin de toi » sonnait comme un adieu. Le lendemain, en arrivant au 2e étage, elle découvrit que Kankai était endormi. Le directeur,
venue avec elle, n'a cessé de faire l'éloge de sa beauté. Elle trouvait maintenant que jouer le rôle de la femme d'un tel homme était une aubaine inespérée. Sans Yi-Yang qui l'avait poussée, elle n'aurait même pas osé descendre. Avant que Yi-Yang ne parte, j'ai jeté un coup d'œil au génie endormi, et j'ai repensé à ce qu'il m'a dit hier soir. Prends bien soin de toi. Savait-il déjà qu'il allait s'endormir? Et a-t-il laissé cette phrase? Un mot m'a réveillé en sursaut d'un cauchemar. Dans mon rêve, il était encore une petite fille, avec des piles de copies à faire, interminables. Il écrivait à toute vitesse, en pleurant. Mais la pile de copies ne cessait de grandir. Ce sentiment de désespoir suffocant le fit s'effondrer. Quand Akiko est venu l'appeler, il était encore plongé dans ce sentiment d'impuissance. Bien qu'Akiko ait dit que c'était un jour de repos, Isehashi tenait absolument à aller voir le Junko blessé, devant le restaurant de fruits de mer. Le patron du restaurant de fruits de mer voit Yi-Yang, et son visage s'assombrit instantanément, ignorant le regard des gens autour. Yi-Yang dénonce fermement ses méfaits. La dernière fois, c'était du désherbant sur les racines des arbres. Cette fois, c'est de l'eau de mer, n'est-ce pas? J'ai senti un goût salé dans la terre. Les regards des clients rendent le patron furieux. Tu semais la zizanie partout. Pas étonnant que ton hôpital ait fait faillite. Tu as aussi ruiné le directeur de l'école primaire d'Ax en grave côté. Que comptes-tu faire d'autre? En effet, il n'y a qu'Yi-Yang et Akiko, à l'hôpital des plantes. Les affaires vont de mal en pis. On a du mal à joindre les deux bouts ces derniers temps. Le mois dernier, le directeur de l'école primaire voisine l'a invité à pratiquer des soins. Il a découvert que le directeur était malhonnête. Il coulait du ciment dans les racines des arbres en secret, et rejetait la faute sur eux. Voulant extorquer de l'argent à l'hôpital, il a fini par le dénoncer au journal. Le directeur a été démis de ses fonctions. Cette affaire a fait grand bruit. Il serra le poing. Sa voix était pourtant exceptionnellement calme. Alors, qui va protéger cet arbre? C'est aussi une vie. Les humains naissent, vivent, vieillissent et meurent. Mais les arbres, c'est différent. Pourvu qu'ils aient pris racine, ils peuvent survivre. À travers cet arbre qui lutte pour survivre, j'ai comme l'impression de voir cette petite fille que personne ne remarquait. Elle voulait juste survivre, tout comme lui. Sa voix était presque étranglée par l'émotion. Patron, pourquoi fallait-il absolument le tuer? De retour chez lui, Yi-Yang resta assis sur le canapé, l'air absent. Cette semaine s'était pourtant déroulée comme il le souhaitait. Ning-Jing, ignorant des paroles de Kanké, dormait profondément. Mais après tant de péripéties, cette tranquillité le laissait vide. C'est alors que des pleurs ont retenti au deuxième étage. Il monta les escaliers en suivant le son. Il vit Kanké, impassible, versant des larmes dans son sommeil. Il pensait que c'était là sa punition. J'ai pourtant entendu ses sanglots et ses murmures, « Sauvez-moi, cachez-moi », j'en suis resté bouche bée. À cet instant, il n'avait plus rien d'un assassin. Il ressemblait plutôt à un faon poursuivi par un chasseur. Doucement, je lui ai essuyé les larmes. Ma voix s'était adoucie involontairement. Tu devrais te sécher les larmes toi-même, non. En repensant à ce qu'il avait vécu aujourd'hui, il murmura, aujourd'hui, j'ai goûté une longue broche sous l'arbre. C'était très salé. Tes larmes sont-elles aussi salées? Qui t'a fait du mal? Il regarda ses yeux endormis et murmura, aujourd'hui, tu ressembles au Junko devant le palais des fruits de mer. Pensant qu'il ne se réveillerait pas de sitôt, il s'endormit paisiblement de l'autre côté. Xuan Caillu s'éveilla de son profond sommeil, et découvrit Yi-Yang blotti contre lui. Il resta figé, le visage cramoisi. Mais il fit aussitôt un mouvement léger, de peur de réveiller Yi-Yang. Il contempla son visage endormi, d'un regard tendre et attentif, comme s'il voulait graver chaque détail de lui dans son cœur. Au réveil, Yi-Yang occupait tout son monde. Peut-être que d'autres, après un échec, en apprenant qu'ils ont une épouse, seraient pris de panique. Mais lui, il trouvait tout naturel que Yi-Yang soit sa femme. Il était certain de ses sentiments pour elle. Mais Yi-Yang le regardait toujours avec appréhension. Pas de marque d'alliance à l'annulaire. Je n'ai même pas vu une photo de mariage ordinaire dans la maison. Ces détails le mettaient mal à l'aise. Il ne semblait pas l'aimer autant. Yi-Yang s'est frotté les yeux et s'est réveillé lentement. Quand qu'elle a salué avec douceur, Yi-Yang s'est levé précipitamment. Cette réaction lui a plombé le moral. En apprenant qu'il avait dormi pendant 8 jours, Kanké lui lança un regard pensif. Je crois avoir trouvé un moyen d'éviter de sombrer dans le sommeil. C'est que nous ne dormions pas dans des chambres séparées. Yi-Yang devint rouge pivoine et resta figée, l'esprit vide. Sur le moment, elle ne trouva aucune raison de refuser. Talent et lucidité. Yi-Yang cherche toujours une occasion de s'échapper de lui-même, mais il ne peut se résoudre à le laisser partir. Il ne peut être que lui. L'après-midi est le jour de la réunion d'information sur l'appel d'offres du jardin botanique. Nous n'a aucun espoir pour ce projet. Yi-Yang, lui, est plein d'entrain et insiste pour participer. Il sort fièrement son CV. Même si nous avons peu de patients, jusqu'à présent, nous n'avons jamais laissé mourir un arbre. En tant que médecin des arbres, qu'y a-t-il de plus gratifiant que ça? À ce moment précis, le talentueux Yu est soudainement sorti. Un regard, un instant,
il est resté figé. Il s'est coupé les longs cheveux qui étaient un peu en désordre. Il a enfilé une tenue décontractée. Il est métamorphosé. Ce visage déjà irrésistible apparaît maintenant encore plus net et frais. En fait, c'est Aki qui l'a habillé et coiffé. Issei a ressenti une soudaine panique. Il craignait que des stimulations extérieures ne réveillent ses souvenirs. Il a supplié Zanpu de ne pas sortir. Mais je ne trouve pas de raison valable. Je le vois devenir suspicieux. Dans le feu de l'action, j'ai lâché. Tu es si beau, si brillant. Les autres hommes plus âgés vont certainement mourir de jalousie. Ces mots ont laissé Kanké interloqué. Il se touche maladroitement le lobe de l'oreille. Ses oreilles rougissent légèrement. Tu veux me cacher? Alors, à tes yeux, je suis si beau. Ses yeux, d'habitude si agressifs, n'osent même pas me regarder, comme un grand garçon gêné par un compliment, en le voyant si timide. Moi aussi, j'ai rougi. L'omnipotent Yu, d'habitude si dangereux et autoritaire. Comment peux-tu avoir une expression aussi adorable? Il bredouilla des explications, disant qu'ils étaient encore en lune de miel, et qu'il voulait donc le garder pour lui tout seul. Cette phrase fit rougir encore davantage les oreilles déjà rouges de Kankayu. Dans ce cas, tu n'as pas le droit de sortir, ne serait-ce qu'un instant. Finalement, le regard de Kankayu contenait une pointe de tendresse. Ne t'inquiète pas, dehors, je n'écoute que toi. Une telle douceur fit accélérer le cœur de Yiyan. Elle ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune raison de l'empêcher de sortir. Finalement, elle dut l'emmener avec elle à la réunion d'appel d'offres. Petite rectification, c'est Yiyan qui est directrice de l'hôpital des arbres, à qui est l'assistante. J'ai fait une erreur dans la vidéo précédente. Je corrige ici. Dès son apparition à la réunion d'appel d'offres du projet, elle est devenue le centre de toutes les conversations. Dans ce secteur dominé par des hommes, d'un âge moyen de 50 à 60 ans, en tant que jeune femme doyenne, il est toujours la cible des commérages. Ses regards ne se posent jamais sur ses réussites. Ils ne font que scruter son apparence et le critiquer. Alors qu'Yiyan en avait assez de ce genre de situation, Kanké s'est avancé vers lui, et lui a pris doucement la main. Il lui a murmuré à l'oreille, Yiyan, je vais m'occuper d'eux. Ces mots ont terriblement effrayé Issei. Ne dis pas des choses aussi effrayantes. Après tout, connaissant le caractère de cet homme, il est vraiment capable de le faire. Remarquant la peur soudaine d'Issei, le génie et le principal intéressé ont immédiatement affiché une expression blessée, les yeux emplis d'une certaine mélancolie. Je n'ai pas été assez sage tout à l'heure, on ne peut pas faire comme ça. Ce regard clair et perplexe fit naître chez Yiyan, face à cet homme dangereux, un sentiment de sécurité inattendu. Ne fais pas cette tête. Tu m'avais pourtant promis de ne faire que ce que je t'autorise. Après avoir fini de parler, il serra instinctivement la main de Kankayu. Kankayu remarqua ce petit geste. Une vague de douceur l'envahit. Le coin de ses lèvres se releva légèrement. Un sourire heureux illumina son visage. Je comprends. Yannian remarqua alors que le silence s'était soudainement installé autour d'eux. En fait, tous les regards étaient rivés sur Kankayu. Il se tourna involontairement vers lui. Ce visage délicat était vraiment trop frappant. Kankayu capta immédiatement son regard. Un sourire tendre courba ses lèvres. Ses yeux étaient remplis d'une attention souriante, comme si tout autour de lui ne le concernait pas. Seule son image se reflétait dans ses yeux. L'annonce officielle retentit dans le hall. Elle informe du début imminent de l'appel d'offres. Il ferme les yeux. Il réalise alors qu'il tient toujours la main de Kankayu. Il la relâche précipitamment. Il dit rapidement au revoir à tous les deux. Il se dirige rapidement vers la salle de conférence. Ce n'est qu'une fois éloigné qu'il ralentit le pas, en repensant à son geste inconscient de tout à l'heure. Erjan rougit discrètement. Lors de l'appel d'offres, le responsable présente ce projet, qui est le plus grand jardin botanique en construction à Uadu. Cependant, la sélection de l'hôpital pour plantes se fera par un concours, et tout le processus sera filmé pour un documentaire promotionnel. Bien que beaucoup de ceux qui ont l'habitude d'obtenir des choses grâce à leurs relations soient mécontents, en entendant que les sélectionnés signeront un contrat de 10 ans, toutes les personnes présentes sont en effervescence. Mais Yiyan hésite. À sa sortie, questionné par Kankayu, Yiyan bredouille. Je ne veux pas apparaître à l'écran, donc je ne vais pas participer. C'est alors que, un homme inattendu est apparu. Il a salué l'hôpital avec un sourire. Cet homme est le directeur Zhao de l'hôpital des plantes orientales et occidentales. C'est aussi l'ancien supérieur de l'hôpital. À côté du directeur Zhao se tenait. C'est son étudiant préféré, Wang Xiaoyu. Il a salué l'hôpital timidement. L'hôpital s'est figé. Se forçant à lui répondre, il l'a salué froidement. Le directeur Zhao souriait. Il leur a conseillé de se voir plus souvent, de renouer de bonnes relations. Ces mots ont glacé le cœur d'Ian. Comment a-t-il pu dire de telles choses? Il y a quelques années, pendant son stage à l'hôpital du professeur Zhao, Wang Zhaoyan le suivait constamment. Il le fixait de temps en temps avec un regard inconfortable, le pointait du doigt et lui faisait sans cesse des remarques. Il a finalement atteint ses limites. Il a pris son courage à deux mains et a signalé la situation au professeur Zhao. Finalement, c'est lui qui a été renvoyé. Le directeur Zhao, tout sourire, les a réconciliés,
tout va bien, entre jeunes. S'il y a quelque chose de non dit, dites-le. Nous, les vieux, allons nous éclipser un instant. Puis, il a même invité Kizzy à aller boire un verre. Avant de partir, Kizzy a lancé un regard plein de malice. Je vais aller me renseigner un peu. Wang Xiaoyun était mécontent. Une remarque lui était adressée. Il tend lentement la main vers lui. À ce moment précis, Kanké prend Yiyan dans ses bras. Ses bras qui se resserrent le réconfortent instantanément, comme s'il déclarait quelque chose en silence. Il se penche à son oreille. Sa voix est pleine de chagrin. Je suis très inquiet. Qui est cette personne? Est-ce que je connais cette personne? Yiyan pensait que Shingé et le garde du corps l'avaient reconnu. Elle se sent mal à l'aise. Elle s'empresse de s'expliquer. C'est un aîné de l'hôpital où il a fait son stage. Wang Xiaoyun, mécontent de leur proximité, demande à Yiyan de présenter cette personne. Shingé présente Yiyan à Tamu. Son regard acéré se pose sur Wang Xiaoyan, mais sa voix reste douce. Shi Ay qui lui dit qui je suis. Deux regards complètement différents se posent sur Yiyan. L'un est accusateur, l'autre dissimule une camaraderie. Le cerveau de Yiyan tourne à toute vitesse, et finalement, elle lâche. C'est l'homme avec qui je vis. Je n'aurais jamais pensé que Wang Xiaoyun saisirait immédiatement le point essentiel. Les yeux grands ouverts, il a interrogé Yiyan pour savoir s'il était marié. Yiyan, le cœur battant, hésitait à acquiescer. Après tout, c'était faux. Kanké et Dan Dan ont échangé un regard. Wang Xiaoyun s'est penché vers Yiyan, lui rappelant qu'il devait hocher la tête. Yiyan resta silencieuse, sans dire un mot. Cette réaction attisa son malaise. Voyant cela, il dit directement, « Je suis son mari ». Wang Xiaoyun était choqué. Sa voix tremblait d'excitation. Impossible, comment Yiyan pourrait-elle fréquenter quelqu'un? Elle a toujours détesté interagir avec les gens. Elle ne fait que fréquenter les arbres toute la journée. À part moi, qui d'autre pourrait accepter comme ça? Le visage de Yiyan s'assombrit peu à peu. Wang Xiaoyan n'avait vraiment aucune considération. Il continuait de le cataloguer sans son avis. Dès qu'il manifestait le moindre signe de désaccord avec ses attentes, il s'emballait avec excitation. C'était précisément ce que Yiyan détestait le plus chez lui. Yiyan le coupa froidement. Tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai ouvert une clinique vétérinaire pour plantes et je vais très bien. Tu me prends encore pour une idiote. Wang Xiaoyan, furieuse, demanda à Yiyan de sortir son certificat de mariage. Sinon, il ne la croirait pas. Yiyan allait justement s'emporter. Polyvalence et prise de parole. Il dégage une oppression suffocante. Il lève lentement les yeux et fixe Wang Xiaoyan. La force dans ses yeux est presque débordante. Ne prononce plus le nom de la femme d'un autre, avant que je ne te frappe. Ces mots, associés à son aura vive, ont réussi à faire entrer Wang Xiaoyan dans la stupeur. Yiyan resta figé quelques secondes. Soudain, Jeune G tendit la main vers Wang Xiaoyun. Sa grande main, fine et puissante, semblait chargée d'une intention meurtrière et d'une pression invisible. À cette vue, Yiyan se hâta de retenir la main de Jeune Géo et l'entraîna rapidement hors de la salle. Arrivé à l'extérieur, Yiyan ne put s'empêcher de lui demander pourquoi il avait dit de telles choses. C'était la première fois qu'elle voyait la vraie nature de celui qu'elle aimait depuis qu'il avait perdu la mémoire. Elle prit secrètement la résolution de ne plus jamais le laisser entrer en contact avec qui que ce soit. Kanké s'excusait, plein de remords. En entendant cette personne crier sans cesse ton nom, je suis soudainement devenu très irritable. J'avais une envie irrésistible de m'en prendre à lui, mais je me suis retenu. Yiyan le critiquait intérieurement. Il ne s'est pas retenu du tout, en fait. On dirait qu'il vaut mieux ne pas le laisser sortir. Cependant, la phrase suivante de Canyu le figea sur place. Il me semble que, il retient ses larmes. Il est resté silencieux un long moment. À cet instant, il a soudain compris que ce qui stimulait le plus Yu Kanzai, ce n'était pas les autres, mais lui-même. Il était pourtant si sage, mais il transgresserait les règles pour lui. Probablement parce qu'elle a subtilement perçu son malaise. Autrement dit, ses émotions le contaminent. Montrer de l'inquiétude devant lui, c'est comme lui envoyer un signal de folie. Pour dompter une bête féroce, celui qui tient la laisse a aussi besoin de beaucoup de courage. De retour à la maison, Yiyan a expliqué sa décision à Kuzhi. Il a l'intention de participer au concours pour le projet du jardin botanique. Le comportement du directeur Zhao et de Wang Xiaoyan l'agace profondément. Prévenant, Kanké leur a apporté du thé. Bihan semblait habitué à ses attentions. Il la remercie distraitement avant de poursuivre sa conversation avec Kuzhi. Après le départ de Kuzhi, Kanké interpella Yiyan qui s'apprêtait à partir, et lui dit, plein de remords. J'ai l'impression de ne vous avoir été d'aucune utilité aujourd'hui. Bihan lui répondit avec désinvolture de ne pas s'en faire. Ce n'est pas ton domaine. Tu ne pouvais de toute façon pas m'aider. Sans s'y attendre, cette remarque fit paraître Kankai encore plus désemparé. Alors qu'il s'apprêtait à parler, Jeune Géu réalisa soudain quelque chose, et lui demanda s'il pouvait lui promettre une chose. Il eut un regard méfiant, les yeux fuyants, hésitant à accepter. Jeune Géu s'empressa d'ajouter. Pourriez-vous ne regarder que de belles choses à l'avenir? Ça ne devrait pas être difficile. C'était clairement une allusion. Pour qu'il ne le regarde plus que lui,
à l'avenir. Il resta un instant figé. Puis, rougissant, il hocha légèrement la tête. Le prodige esquissa un sourire tendre. Dans la cour baignée par le crépuscule, il baissa légèrement la tête vers lui. Il leva le visage et leurs regards se croisèrent. Les feuilles mortes dansent silencieusement dans la brise nocturne. Le temps semble s'arrêter à cet instant. Le visage de Yi-Yan devient de plus en plus brûlant. Elle a l'impression que cette atmosphère est trop ambiguë. Il se retourne précipitamment et veut s'échapper. Je vais prendre une douche et me coucher. Après sa perte de mémoire, il est devenu jaloux de lui-même. Il pensait que lui, avant sa perte de mémoire, collait sa femme tous les jours. Il ne savait pas que sa femme ne faisait que semblant. À ce moment précis, quand Caillou a proposé de laver les cheveux de Yi-Yan, ce qui a effrayé Yi-Yan, elle a répété qu'il n'en était pas question. Mais quand Caillou, avec un air innocent, a ajouté « Tu es aussi poli avec ton mari ». Yi-Yan l'a interrompu. Non, c'est non. Quand Caillou s'est lentement penché, le regardant droit dans les yeux. S'il vous plaît, apprenez-moi. J'ai oublié tellement de choses. Si je ne peux même pas laver les cheveux de ma femme, je me sens inutile en tant que mari. En disant cela, Jeune G se sent un peu jaloux de lui-même. Avant, je devais faire beaucoup de choses pour toi. Et ce à cause de mes difficultés. Tu m'es tellement étranger maintenant. Yi-Yan s'est soudainement retrouvé sans voix. Comment cet homme peut-il être si éloquent maintenant? Il était si docile et obéissant pendant la journée. Non, non, non. Je ne dois absolument pas me laisser influencer par lui. Sur ce point, Yi-Yan continue de refuser. Quand Caillou le regarda avec incompréhension. Je te lave juste les cheveux. Il lui dit de ne pas être si formel avec lui. Il pouvait le faire travailler comme son mari. Yan accepta à contre-cœur. Mais il ne pouvait s'empêcher de lui répéter qu'il ne ferait que lui laver les cheveux. Quand Caillou hésita un instant, puis, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il hocha doucement la tête. Cependant, ce qui suivit, fit tomber le cœur de Caillou dans un gouffre glacial. Lorsqu'il aperçut par hasard, sur la nuque de Yi-Yan, ses cicatrices entrecroisées, il resta figé. D'où viennent ces cicatrices? La voix de Caillou était, avec une douleur et un choc difficilement dissimulables. Yi-Yan hésita un instant, cherchant à changer de sujet avec agitation. Mais quand Caillou n'avait pas l'intention de la laisser s'en tirer comme ça, sa voix devint soudainement froide, qui l'a frappé. Yi-Yan baissa les yeux. Sa voix était si faible qu'elle était presque inaudible. Le visage de Caillou devint de plus en plus sombre. On dirait que sa famille est vraiment horrible. Il murmure comme si... Mais qui sait vraiment? Peut-être qu'ils avaient leur raison. C'était un enfant non désiré. Il a grandi tant bien que mal. Ses blessures, c'est sa famille qui les lui a infligées. Des marques d'incompréhension. Frapper quelqu'un. A-t-on vraiment besoin d'une raison? Un sourire amer apparut sur ses lèvres. Parfois, trop aimer peut mener à cela. Ces mots tombèrent comme un coup de marteau. Ils frappèrent violemment le cœur de Caillou. Il prit soudainement conscience d'une terrible vérité. Cette force inexplicable qu'il avait ressentie en se réveillant. Yi-Yan, envers lui, manifestait parfois de la peur et de la résistance. Peut-être que moi, avant d'être désespéré, j'étais celui qui a blessé Yi-Yan. Yi-Yan avait l'air hagard, comme si elle était plongée dans un souvenir douloureux. Xin Sheng a dit, l'amour peut se transformer en colère en un instant. Les gens ne sont pas comme les arbres. Ils ne donnent pas sans condition et indéfiniment. Alors, quand le fruit ne pousse pas droit, les gens ne peuvent pas le supporter. En entendant ces mots, le cœur de Jean-G s'alourdit. Le regret et la tristesse se mêlent sur son visage. Il est presque certain que ses cicatrices ont été laissées par lui avant son amnésie. Cette pensée lui brise presque le cœur. Un tueur amnésique se montre d'une infinie douceur envers sa fausse épouse. Mais celle-ci est tiraillée entre l'attirance et la peur. À ce moment-là, grâce à l'observation du médecin, il est quasiment certain que si Yi-Yan se réveille aux côtés de Canyan le matin, il ne sombrera pas dans un sommeil prolongé. Cette exigence est plutôt acceptable pour Yi-Yan. Cette demande est plutôt acceptable pour Yi-Yan. Sans s'en rendre compte, ses pensées commencèrent à vagabonder. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à ses cicatrices. Auparavant, tout le monde était habitué à ses blessures. Ces gens ne faisaient que chuchoter dans son dos. Regardez-le, ce gamin. Au moins, il n'est pas battu par ses parents. N'importe qui d'autre aurait abandonné un enfant comme ça. C'est déjà bien qu'on l'élève. Mais quand qu'elle a dit d'un ton si doux. Selon moi, on aurait dit qu'il retenait ses larmes. Qu'est-ce que ça change si je pleure ou pas? Se dit Yi-Yan avec ironie. On peut imaginer le regard attentionné de Cankay. Une douce chaleur l'envahit soudain. C'est donc ça, se sentir vraiment important pour quelqu'un. Une vague de somnolence le submerge peu à peu. Ses paupières commencent à s'alourdir. Aujourd'hui, Jeune Géo lui a collé au basque. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est un peu contraignant, mais être aussi précieux. La sensation de la cécité ne semble pas si mauvaise. Au contraire, elle lui procure un sentiment de sécurité inexplicable. Au moment où cette pensée lui traverse l'esprit, Yi-Yan se réveille brusquement. Ses yeux s'écarquillent. Cankay, à côté, ne remarque pas son étrange comportement. Elle le regarde avec un air doux. Yi-Yan se redresse brusquement. Je me dis que je suis folle de penser ça. Cet homme est un tueur.
Il a failli ne pas s'en sortir vivant de la montagne. Cet homme est méchant et effrayant. Yi-Yan essayait désespérément de se convaincre, mais en se retournant, elle vit Kankei, le visage plein d'inquiétude. Il lui demanda avec sollicitude si elle s'était cognée quelque part. Le cœur de Yi-Yan s'emballe à nouveau. Il lève les mains et se frappe violemment la tête. Je ne peux pas me laisser attendrir. Je ne peux pas hésiter. Je ne peux pas faiblir. Et surtout, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé sur la colline. Kanzi et Jianzhuang se précipitent pour lui saisir les poignets. Yi-Yan, arrête de te frapper. Il y a de la peine et de l'inquiétude dans son regard. Qu'est-ce qui se passe? Et je fais quelque chose de mal pour te contrarier. Yi-Yan réalise soudainement le problème. C'est ce regard toujours rempli de douceur et de passion. Tant que je ne regarde pas ses yeux, il ne ferait pas preuve de faiblesse. En y pensant, il ferma immédiatement les yeux et se détourna. Il refusa de regarder Kankei, quoi qu'il arrive. Voyant cela, Kankei laissa transparaître de la tristesse dans sa voix, comme un enfant qui a fait une bêtise, murmura son prénom doucement. Tu ne veux vraiment pas me regarder. Tu ne veux même pas me parler. Yi-Yan repousse sa main. Elle est déterminée à ne surtout pas lui adresser la parole. Kankei sent un choc dans son cœur. Il commence à avoir des idées folles. Il a dû blesser Yi-Yan avant sa perte de mémoire. C'est pourquoi elle le rejette, elle a peur de lui. Il baissa la tête, contrarié. La voix pleine de culpabilité, désolé. Est-ce parce que j'ai demandé à ce qu'Yan soit à mes côtés, à mon réveil? Est-ce que ça t'a mis dans une position délicate? Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Yi-Yan resta bouche bée. Le génie se leva lentement tout en parlant. Et se dirigea d'un pas lourd vers la porte. Je vais dormir au 2e étage. Une seule parole peut me plonger dans un long sommeil. Considérez cela comme ma punition. Si vous pensez que c'est nécessaire. 1 mois? Non. 2 mois, ça me va. Ne me réveillez pas avant que Yi-Yan soit de meilleure humeur. Yi-Yan, perplexe, lui dit d'attendre. Mais jeune Jeyu ouvrit la porte et sortit en trombe. Le tueur à gages impitoyable se transforme en pleurnichard devant sa femme. Sa femme se demande s'il a retrouvé la mémoire. Pendant ce temps, jeune Jeyu descendait péniblement au rez-de-chaussée. Yi-Yan l'interpella. Elle lui demanda avec inquiétude s'il allait bien. Kankei et Yuan se sont tournés. Ses yeux étaient rouges. Des larmes retenues montaient dans ses yeux. Il s'efforçait de maintenir une façade de calme. Il est resté là sans dire un mot. S'il vous plaît, ne vous approchez pas de moi. Sinon, vous risquez de le regretter. Reprenant ses esprits, elle l'a rapidement interpellé. Mais le rez-de-chaussée, c'est ma chambre. C'est toi qui devrais aller à l'étage et moi je retourne au rez-de-chaussée. À peine avait-il fini sa phrase, que Kankei avait déjà ouvert la porte du rez-de-chaussée d'un coup de pied. Elle claqua la porte avec un grand bruit. Yi-Yan resta bouche bée. C'était la première fois que Kankei l'ignorait. À l'intérieur, Kankei repensa à la scène précédente. Un remords le saisit. Tout à l'heure, au 2e étage, quand il l'a retenue, il a soudainement eu envie de garder Yi-Yan, prisonnière à ses côtés. Son expression devait être effrayante à ce moment-là. C'est pourquoi Yi-Yan avait l'air si terrifié, et lui a demandé, inquiète, s'il avait retrouvé la mémoire. Kanzi prit alors une résolution secrète. Je ne dois surtout pas blesser Yi-Yan, comme avant mon amnésie. Le lendemain, Kankei sombra dans le sommeil. Yi-Yan n'a pas le temps de s'occuper de lui, parce que l'hôpital Yunchan a enfin reçu l'avis du premier tour du concours du projet de jardin botanique. Kizi demanda à Yi-Yan avec curiosité quel est le contenu de la première épreuve. En apprenant qu'il s'agissait de tailler des arbres, il fut incroyablement surpris. Ce n'est pas une mince affaire. L'expression d'Isehashi se fit subtile. L'arbre mesure 30 mètres de haut. Les deux se regardèrent, interdits. Un silence gêné s'ensuivit. 30 mètres, Akiko reprit ses esprits et explosa littéralement. Il se plaint que 30 mètres, c'est comme un immeuble de 10 étages, et on ne peut pas utiliser d'accessoires. Il faut juste grimper. C'est un arrêt de mort. Non, non, il doit appeler pour leur dire ce qu'il en pense. Yi-Yan le retient vite. Elle explique qu'ils veulent peut-être tester la peur du vide du docteur, et de l'énergie. Alors qu'ils se disputaient, personne n'a remarqué qu'une petite silhouette s'était glissée discrètement dans la chambre du rez-de-chaussée. Li Kuibo, 7 ans, client régulier de l'hôpital des arbres, fixait Kankei endormi sur le lit, avec des yeux curieux. On voyait un homme à la peau d'une blancheur laiteuse, au visage finement ciselé, aussi beau qu'une sculpture, allongé paisiblement sur le lit. Il accourut avec enthousiasme pour observer l'homme attentivement. Ce mâle est vraiment beau, grand, les traits du visage bien définis. Quelqu'un se précipita à l'intérieur et l'emmena en hâte. Cet enfant s'intéresse beaucoup aux insectes et autres. Elle en profite pour faire une analyse acerbe. C'est le petit ami de la sœur du directeur. Ce type de mâle est rare. Il a l'air en pleine forme. Il doit être très fort. Il doit très bien protéger sa sœur. Je l'avertis de ne surtout pas s'approcher de cet homme. Il est très dangereux. Li Kuibei a un avis différent. Un mâle fort est intrinsèquement dangereux. Yi Yanfu accent aigu soupira. Li Kuibei continua à discourir abondamment. Il ouvrit brusquement les rideaux, tentant de détourner l'attention de Li Kuibei. Inattendument, un cri perçant éclata soudainement dehors. On voyait Wang Shaiyun, tel un moine zen, collé à la fenêtre, regardant à l'intérieur. Yi Yeon ouvrit brusquement la fenêtre et lui demanda,
mécontente, ce qu'il faisait. Wang Shayun la salua avec aplomb, prétextant qu'il avait vu un enfant entrer et l'avait suivi. Li Jubaek, sur le côté, se lança aussitôt dans une nouvelle critique. Ce mâle n'est pas beau à voir. Il a à peine 2 jambes pour marcher, mais son apparence collée à la fenêtre est indécente. Yi Yan demande à Li Kuibei d'attendre à l'intérieur. Puis elle sort et demande à Wang Chaoyun ce qu'il veut exactement. Wang Chaoyun lui demande en retour si l'enfant est à elle. Yi Yan est agacé par son attitude. Et alors, si c'est le mien? Wang Chaoyun est choqué. Tu as disparu à cette époque parce que tu avais un enfant. Yi Yan est restée silencieuse, mais c'est toi qui l'as fait renvoyer. Wang Chaoyun marmonne pour lui-même que c'est impossible. Je te surveillais de si près à l'époque. Comment aurais-tu pu avoir le temps de sortir? Je n'aurais pas pu manquer ça. Il exige qu'Yan sorte immédiatement le registre familial. Preuve de notre relation. Sinon, il ne me croira pas. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. Je sors mon téléphone pour appeler la police. Mais Wang Jawayan continue à jacasser et à réclamer une preuve. Il dit qu'avant, il aurait peut-être ressenti de la panique. Mais après avoir vécu l'affaire Kankayu, Wang Chaoyun ne l'impressionne pas le moins du monde. Il ramasse carrément une poignée de terre, et la brandit en le menaçant. Ne viens plus te renseigner sur moi. J'ai maintenant un mari terrible. Tu as pu le constater. Il ne plaisante pas avec son tempérament. Après avoir dit ça, il se retourne et rentre chez lui, ne laissant que Wang Jawayan planté là, sur place. Ce regard soudainement devenu si dominant, lui causa un sentiment un mot de son souvenir. Elle devait être une femme solitaire et introvertie. Non, il devait absolument ramener la personnalité des Yiyan à ce qu'elle était auparavant. Depuis ce jour, Wang Jaoyun a recommencé à traquer l'assassin au vent. Il s'est réveillé en apprenant que sa femme avait été maltraitée. L'intention meurtrière sous son masque de douceur s'est réveillée instantanément. À cause du harcèlement incessant de Wang Jaoyun, la victime a fini par appeler la police. Après avoir écouté son récit, les policiers ont estimé que c'était une série de coïncidences. J'en suis resté incrédule. Je le croise plus de 3 fois par jour, la même personne. On peut appeler ça une coïncidence. L'agent de police a déclaré qu'aucun préjudice concret n'a été constaté pour le moment. Donc, on ne peut pas interdire à Wang Jawayan de circuler dans les environs. Alors, tous les matins, et les roses devant la porte, vous les expliquez comment? Au moment où l'agent s'impatientait, Monsieur Wang Chaoyun était déjà au travail. Il a un alibi. On ne peut vraiment rien faire. Un sentiment d'absurdité l'envahit soudainement. La peur et la colère s'entremêlent dans sa poitrine. Il demande à haute voix, presque désespéré. Il n'y a donc aucun autre moyen. Je suis sûr qu'il me surveille. Il m'a déjà suivi par le passé. La réponse du policier l'essaillit en désespéré. Ce ne sont que vos impressions. Il n'y a aucune trace indiquant que Monsieur Wang Chaoyun vous ait suivi. Désespéré, Yiyan tenta de réveiller Kankayu. Akiko lui a donné un conseil. Si tu veux l'utiliser, tu dois abandonner tes préjugés. Si tu comptes continuer à le traiter comme un tueur, alors rejette-le complètement. Si tu veux obtenir son aide, tu dois aussi le traiter comme une nouvelle personne. Ce gamin est maintenant comme un bol vide. Il n'est plus la personne que tu as connue. Pour vous et pour lui-même, il est un parfait inconnu. Si vous n'êtes pas capable de ça, je vous conseille de ne pas le réveiller. Il est retourné au bureau, tiraillé. Il avait l'intention de travailler tout en se clarifiant les idées. Un tueur est un tueur. Il n'a cessé de se rappeler ce fait. Pour pouvoir repousser Kankayu. Agir ainsi atténuerait au moins un peu la culpabilité d'avoir trompé des innocents. Mais quand il a eu besoin de lui, il a voulu l'utiliser sans scrupule. Même lui était surpris par sa propre superficialité. Pourtant, il croyait vaguement qu'à son réveil, Xuankai pouvoir mettre un point final à cette situation. À cette pensée, Yiyan resta interloqué. Il avait même inconsciemment envie de croire un assassin. Non, ce n'était pas cet assassin qu'il croyait, mais celui qui lui avait prodigué toute sa tendresse. Celui dont les yeux ne contenaient que lui, ce poète complet. Insensiblement, Yiyan travailla tard dans la nuit. Ses pensées étaient presque terminées. Son regard a furtivement balayé la fenêtre. Il a senti une vague de froid le glacer. Il a vu Wang Jawayan se tenir dehors, le fixant. Terrifié, il a reculé sans cesse. Wang Jawayan s'est emballé. Où est votre mari? Je ne l'ai pas vu. Au milieu de la nuit, Kankai s'est réveillé en sursaut, hanté par un cauchemar. Les yeux encore humides de larmes, il reprenait son souffle difficilement. En se retournant, il réalisa qu'Yan était allongé à ses côtés. Yan ouvrit lentement les yeux. Ce qu'elle vit, c'était Kankai et Zeng qui la regardaient avec un sourire. Mademoiselle Yan, tout va bien. Sa voix était si douce. Yan le fixait droit dans les yeux. Kankai sourit encore plus tendrement. Suis-je libéré? Tu peux continuer à me punir. Yiyan ne comprenait pas. Qu'est-ce qui pouvait bien le rendre heureux de le voir? Kankai regarda Yiyan avec compassion. Mademoiselle Yiyan, comment allez-vous ces derniers temps? J'ai l'impression que vous avez maigri. Yiyan sentit sa gorge se serrer. Son cœur semblait étreint par une main invisible. Kankai lui est resté endormi pendant 8 jours entiers. Pendant ces 8 jours, il a été chaque jour tourmenté par des cauchemars jusqu'à en pleurer. Il ne comprenait pas quel rêve pouvait le faire autant souffrir. Mais il ne l'a jamais réveillé. Il l'a laissé se débattre dans son cauchemar.
En se remémorant cela, ses yeux se sont rougis en se fermant. Un léger voile de larmes s'est formé dans ses yeux. En le voyant retenir ses larmes de la sorte, le cœur de Kanké se serra. Qui avait-il? Qu'est-ce qui se passe? Il essaya d'une main d'essuyer ses larmes. En vain. Plus il essuyait, plus il pleurait. Il racontait de façon incohérente qu'il était suivi. Sa voix était brisée par les sanglots. Kanké tendit la main et la posa délicatement sur le bout de ses doigts glacés. La chaleur de sa paume était comme le printemps, faisant fondre lentement la glace dans son cœur. Mademoiselle Yiyan, ce n'est rien. Calmez-vous d'abord. Il a délicatement remis en place ses mèches de cheveux éparses. Puis, ses gestes étaient comme s'il tenait le trésor le plus précieux au monde. Pouvez-vous me dire doucement ce qui s'est passé? Sous ces douces paroles de réconfort, la panique intérieure d'Yiyan s'est progressivement dissipée. Il lui a tout raconté au sujet de Wang Xiaoyun. Kanké écoutait attentivement, les yeux remplis de compassion. Mademoiselle Yiyan, vous avez dû beaucoup souffrir toute seule. C'est pourquoi vous m'avez réveillée. Parce que vous pensiez que je pourrais vous aider. Yiyan fut soudainement pris de panique. Il s'empressa d'expliquer qu'il ne l'avait pas utilisé intentionnellement. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, Kanké le prit déjà dans ses bras, avec une force à la fois ferme et tendre. Tu as bien fait. Yiyan fut profondément ému. Les paroles froides du policier lui revinrent en mémoire. Ce sont toutes vos sensations. La voix de Kanké lui chuchotait doucement à l'oreille. Avez-vous souffert ces derniers temps? Maintenant, tout va bien. Les paroles du policier réapparurent. Maintenant, nous sommes vraiment impuissants. Kanké continua à répondre avec douceur. À partir de maintenant, je vous confie tout, madame. Mademoiselle Yanyan, reposez-vous bien. Sa voix dégageait une force rassurante. D'un coup, les larmes sont remontées à mes yeux. Il n'a pas vu. Derrière lui, le regard glacial de Kankayu, comme un abîme hivernal. Sous une surface calme, une intention meurtrière terrifiante. Un tueur à la peau de mouton révèle sa vraie nature devant sa femme. Non seulement sa femme n'a pas peur, mais elle est encore plus folle que lui. Ils ont roué Wang Xiaoyan de coups ensemble. Xiaoyun Wang est quelqu'un qui ne sait pas abandonner. Dans son dictionnaire, il n'y a pas de mission impossible. Il n'y a rien qu'il ne puisse obtenir. Pendant 5 ans, il a raccompagné Yiyan chez elle tous les jours. Il se considérait comme le garde du corps de Yiyan. Mais maintenant, Yiyan lui échappe. C'est ce qu'il n'aurait jamais permis. À l'origine, il voulait faire irruption chez Yiyan et l'enlever. Mais il ne s'attendait pas à être ligoté à son tour. Yiyan a emmené Kankayu dans la cour. On pouvait voir Wang Xiaoyan, fermement attaché à une chaise dans le coin. Kankayu n'a pas pu s'empêcher de complimenter Yiyan pour l'avoir si bien ligoté. Wang Xiaoyan écarquilla les yeux, gémissant de rage. Jeune Shaewo et Elysium se tenaient devant lui. Leur posture était étrangement similaire, comme s'ils observaient une créature piégée dans une bouteille. Surtout jeune Shaewo. Ses yeux clairs étaient à présent comme l'eau d'un lac en hiver. Le danger qui se cachait sous ce calme était plus terrifiant que n'importe quelle colère. Mademoiselle Yiyan, laissez-moi faire maintenant. Yiyan craignait que Kankayu ne l'enterre vivant, et lui demanda de ne pas trop en faire. Kankayu lui répondit tendrement. Je n'écoute que Mademoiselle Yiyan. Je ferai tout ce que vous me direz de faire. À cet instant, il ressemblait à un guépard qui avait rentré ses griffes. Danger et douceur se mêlent parfaitement en lui. Puissant, il se soumet pourtant à chacun de ses désirs. Elle soupira, soulagée. J'espère qu'il ne se présentera plus jamais devant moi. Le jeune homme hocha calmement la tête. Un éclair insaisissable brilla dans ses yeux, sans aucune question ni opposition. Là-dessus, il se rassura. Akiko avait raison, après tout. Ce soi-disant expert en tout est un parfait incompétent. À cette pensée, il esquissa un sourire d'excuse. J'avais convenu avec toi de ne regarder que les choses belles. C'est moi qui ai rompu notre accord en premier. Je suis vraiment désolé, parce que Wang Xiaoyan ne croit jamais à notre mariage. Alors je ne peux que lui montrer mon mari. En entendant le mot mari, le coin de la bouche de Kankayu était presque remonté jusqu'au ciel. Il s'efforçait de contrôler son expression. Il se retenait de toutes ses forces pour ne pas sourire jusqu'aux oreilles. Mais les rides au coin des yeux et le bout des oreilles légèrement rouges ont quand même trahi sa joie intérieure. Il a fait semblant d'être calme et a rassuré Yiyan pour qu'elle aille se reposer. Laissez-moi m'occuper du reste. Yiyan est parti rassuré. Yuan Shao était extrêmement satisfait. Comment cette femme, Yiyan, a-t-elle pu devenir comme ça? Ne devrait-elle pas être une personne sans la moindre force? Lorsqu'il est entré, il était sûr que Yiyan ne pourrait rien lui faire, comme les innombrables fois où il avait reculé dans le passé. Il ne s'attendait pas à ce qu'il sorte soudainement une bombe lacrymogène, la dirigeant droit vers ses yeux. Le liquide brûlant le priva instantanément de sa vue. Immédiatement après, il fut roué de coups de pelle. Chaque coup portait le poids d'une colère accumulée. Mais ce qui le choqua le plus, c'était le regard terrifiant d'Yiyan, aussi glacial que l'homme devant lui. Yan Jewo saisit froidement le menton de Wang Jiaoyu. Il lui demande où il habite. Wang Jiaoyu tente de se débattre, mais il est incapable de se libérer de son emprise. Je te demande où tu habites. Yan Jewo reste impassible, comme si tout cela l'ennuyait profondément. Cependant,
contrairement à son expression nonchalante. Il serra soudainement son poignet. Ali ne pouvait plus parler maintenant. J'ai oublié. Il retira négligemment le morceau de tissu de la bouche de Wang Xiaoyan. Mademoiselle Yiyan a vraiment bien fait ça. Mais de qui a-t-elle appris ça au juste? Kankei murmurait entre ses dents. Je n'ai pas vu passer une once d'hésitation involontaire. Il semble mal à l'aise quant à l'origine de cette capacité à maîtriser les mots. Il est mécontent. Wang Xiaoyun, apeuré, déclare qu'il va les poursuivre, lui et Yiyan, en justice. Mais Kankei semble s'en moquer. Il reste plongé dans ses propres émotions. Wang Xiaoyun recule, apeuré, tout en questionnant Kankei. S'il est vraiment le mari d'Yiyan, montrez-moi des preuves. Un certificat de mariage, sinon je n'y crois pas. Kankei a alors réagi. Il a brusquement traîné Wang Xiaoyan dans un coin. Wang Xiaoyan, terrifié, a appelé Yiyan. Le visage de Kankei s'est immédiatement déformé. Un voile de givre dans le regard. Je t'avais pourtant prévenu. Ne prononce jamais le nom de la femme d'un autre. Wang Xiaoyun se débattit de plus belle en criant encore plus fort. Jeune Jewo. Il ramassa une pierre et la lui jeta dans la bouche. Tais-toi et dors. Wang Xiaoyun était terrorisé. Le tueur à gages avait un côté encore plus sombre. Même Lian Fanke avait peur en le voyant. Mais sa femme le prenait pour un homme loyal et compétent. Jeune Jeyu a demandé à Wang Xiaoyun où il habitait. Mais Wang Xiaoyun refusait de le dire. Jeune Jeyu a arrêté de lui poser la question et l'a porté vers la sortie. Laisse-moi deviner où tu habites. Wang Xiaoyun était sous le choc. Changé, avec une détermination sans faille, se dirigeait d'un pas assuré vers la maison, qu'il avait secrètement achetée. Il était certain de n'en avoir parlé à personne. Comment cet homme pouvait-il savoir? Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Changé. Tu te demandes comment je connais ta cachette. La première fois que je suis sortie, j'ai vu la maison d'en face, juste pour pouvoir voir parfaitement la chambre de Mademoiselle Yiyan depuis cette maison. Si c'était moi, j'achèterais cette maison. Son regard était froid et clair, comme s'il examinait une fourmi insignifiante. Ta méthode est trop grossière. Il faut agir de manière à ce que l'autre ne s'en aperçoive pas. Le visage de Wang Xiaoyun devint blême. Ses yeux étaient remplis de peur. Wang Xiaoyan était traîné de force et sans effort. Il ouvrit la porte de cette maison. Wang Xiaoyan se débattait désespérément. Franchir cette porte, c'est signer son arrêt de mort. Qui pourrait venir à son secours? À ce moment-là, un homme portant une casquette de baseball passa. Un ange? C'est absolument un ange. Wang Xiaoyun s'accrochait à cette bouée de sauvetage. Elle pleurait et sanglotait désespérément. L'homme s'arrêta. Il semblait vérifier rapidement si c'était bien Wang Xiaoyun. Ses mains et ses pieds étaient liés. C'était réussi. Des larmes de joie brillaient dans les yeux de Wang Xiaoyun. Elle le pressait intérieurement de venir plus vite. Pourtant, l'homme ouvrit calmement la porte d'accent grave côté et rentra chez lui. Wang Xiaoyan resta figé, le visage marqué par un désespoir incrédule. Kankei et Yuan le traînèrent à l'intérieur. La porte du docteur Ya se referma. Une fois l'homme d'accent grave côté rentré, il jeta un coup d'œil aux roses sur le sol avant d'entrer dans la maison. Les murs étaient couverts de photos de lui et de Kankei. L'homme retira son chapeau et soupira. Déjà 2 ans, voir le jeune maître d'aussi près. L'instant d'après, les larmes aux yeux, il ferma le visage, le cœur serré. Jeune maître, s'occuper lui-même de ses broutilles. Il a vraiment perdu la mémoire. Mais il ne faut pas que monsieur se salisse les mains. Ses mains ont une valeur inestimable. Même si notre jeune maître devenait idiot, il n'y aurait pas de séquelles à se débarrasser de cette vermine. Mais il vaut mieux faire ça proprement. En pensant à cela, l'homme a immédiatement appelé la salle de boxe. Oui, Li, ici Fan 11. Il téléphone tout en soulevant les stores vénitiens. De là, il peut voir complètement la maison d'Yiyan. Il y a 1 heure, Yiyan a raconté l'histoire de Wang Xiaoyu à Kankei. Kankei, pour la rassurer, a dit qu'il allait immédiatement arrêter Wang Xiaoyan. Et Yiyan a répondu, je l'ai déjà arrêté. Ils arrivent dans la cour arrière. Il voit Wang Xiaoyan allongé là. La bouche lui a été bâillonnée. Il gémit de rage. Kankei ne peut s'empêcher de complimenter, c'est bien attaché. Comment l'avez-vous attrapé? Un peu gêné par les compliments, il répond, j'ai utilisé un spray au poivre, apparemment très efficace contre ce genre d'insectes. Alors, j'ai préparé ça à l'avance. Et ensuite, j'ai juste tapoté un peu avec la pelle. En entendant cela, Wang Xiaoyun s'est débattu désespérément. Il se disait que ce n'était pas qu'un peu. Kankei ne cessait d'encenser Yiyan avec douceur. C'est vraiment formidable. Yiyan, timide et désemparée, n'a rien dit. Elle l'a juste vu entrer chez elle. Les émotions refoulées ont soudainement éclaté. Kankei continuait à exprimer son admiration avec douceur. Même dans cette situation, la corde est si bien attachée. Mademoiselle Yiyan est vraiment habile de ses mains. Wang Xiaoyan, ignoré, était complètement déconcerté par la situation. Il trouvait que ces deux-là n'étaient pas normaux. Attacher quelqu'un comme ça, si détendu, laisser Yeon se reposer, il est compétent et attentionné. Je vais m'en occuper maintenant. Yeon se souvient soudain de quelque chose et ajoute rapidement. Je pense juste que Wang Xiaoyun n'a jamais vraiment cru en notre mariage. Alors je voulais juste qu'il rencontre mon mari. J'espère juste qu'il ne se montre plus jamais devant moi. Donc,
absolument pas question de le tuer. Compris. Kanké hoche la tête, comme si de rien n'était. Mais quelle femme, mademoiselle Yiyan. Je ne pourrais absolument pas le tuer. Vu sa réaction, Yiyan se détendit. Kizi avait raison. Jeune Jéhu n'est plus que l'ombre de lui-même. Une autre phrase de sa part et il retombera les pieds sur terre. Ce n'est pas le bon endroit pour tuer, n'est-ce pas? Après tout, ici, c'est encore un peu. Il vaut mieux ne pas sous-estimer cet homme. Une fois de plus, Léon met en garde jeune Jéhu. Tu ne dois absolument pas tuer. C'est un rendez-vous. Kankayu a trouvé sa réaction amusante. Bien sûr, je vais juste le convaincre de ne pas s'inquiéter. Mademoiselle Yiyan, allez vous reposer. Yiyan est retournée dans sa chambre, inquiète. Yuan Shao, tu appelles Yiyan avec effroi. Tu veux supplier Yiyan. Ne te retrouvez pas seul avec cet homme. Dommage, je ne peux que faire des bruits de voisinage. Wang Zhaoyun tremblait de tout son corps en regardant Kankayu. Cet homme avait l'air de pouvoir l'enterrer vivant à tout moment. Ce regard paresseux, empreint d'une froideur émotionnelle, lui fit instinctivement sentir que cet homme était très dangereux. Ensuite, Kankayu a emmené Wang Zhaoyun chez lui. Le tueur Feng Pi commence à soupçonner sa femme. Une remarque anodine a éveillé ses soupçons. Pendant ce temps, Yiyan a enfin passé une bonne nuit. Elle se lève et rejoint le salon. Elle y trouve jeune Caillou devant l'établi, en train de tailler des fleurs. Ses gestes sont incroyablement habiles. Yiyan s'arrête, les yeux écarquillés. Le génie et la découverte, un testament silencieux. Il prend l'initiative de les saluer. Mademoiselle, une seule phrase. Avez-vous bien dormi? Il rit franchement, raconte des blagues, et elle observe son rire. Elle a un moment d'absence, un bref trouble. Les jours terrifiants de la semaine passée semblent maintenant un rêve. Il s'approche involontairement. Que fait-il? Le talentueux et doux jeune Jaehyuk s'exerce à tailler des fleurs. Pourquoi est-ce que je veux retravailler? Je veux reprendre ma vie normale au plus vite. Il ouvre la bouche mais aucun mot ne sort. Il est envahi par la culpabilité de tromper jeune Jaehyuk. Il change rapidement de sujet et demande d'où viennent les fleurs. Jeune Jaehyuk se tourne vers le parterre de fleurs. Je les ai cueillies là-bas. Elle s'épanouit juste devant nous. Dans ce bref instant, elle observe son profil. De son menton à son oreille, cet homme a une police et uniforme, sans aucune imperfection. Quand Kankayu se retourne, leurs regards se croisent. Il a soudainement proposé de tresser les cheveux d'Yiyan. Yiyan, paniqué, a lissé ses cheveux ébouriffés avec ses mains. Mes cheveux ont l'air en désordre, n'est-ce pas? Kankayu a souri et a attrapé Yiyan. Il l'a fait pivoter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste t'aider à te coiffer. Il a relevé les cheveux d'Yiyan avec ses deux mains. Tout en tressant, il a dit. Wang Shaoyan ne recommencera plus. À la mention de ce nom, le corps de Yiyan se raidit soudainement. Kankayu lui attacha délicatement les cheveux. Alors ne t'inquiète pas, détends-toi. Yiyan, gêné, se toucha les cheveux. Kankayu le complimenta sincèrement. Tu es vraiment beau. Yiyan demanda d'un ton hésitant, vous parlez de moi? Polyvalence et petit rire étouffé. On dirait que mademoiselle Yiyan ne sait absolument pas à quel point elle est belle. Son visage sans maquillage suffit à rendre fou. Yiyan rougit sous les compliments. Elle toussa 2 fois. Elle se retint de toutes ses forces et retourna au parterre de fleurs pour travailler. Yiyan, ganté, se concentre sur l'arrangement du parterre, arrosé pour faire revivre la terre, tailler les branches saillantes, des gestes experts empreints d'amour. Face aux feuilles encore jeunes, il est si attentif et passionné que jeune G, malgré ses efforts pour attirer son attention, ne parvient pas à détourner son regard de sa silhouette affairée, en imaginant être dans un état végétatif. Yan se serait-il aussi occupé de lui-même, après tant d'efforts? Yan essuya la sueur de son front, il ramassa les pétales tombés, il adressa un sourire à Kankai, non loin de là. Le cœur de Kankai battait la chamade. En même temps, il ressentait de l'anxiété. Il se souvint des paroles de Wang Shaoyan. Êtes-vous vraiment le mari de Yiyan? Montrez votre certificat de mariage. Sinon, je ne suis pas d'accord. Il est impossible que Yiyan ne soit pas sa femme. Xuanke réprima son angoisse. Il se dirigea vers Yiyan, un tueur de Feng Pi amnésique. Voilà qu'il se met à faire du babysitting. Sans attendre les instructions de Yiyan, il a déjà préparé le déjeuner. Yiyan est stupéfaite. Après le repas, il commence à faire le ménage, nettoyer les fenêtres, transporter des marchandises, étendre le linge. Il fait tout avec beaucoup de soin. Yiyan n'arrive pas à croire que ce soit Kankayu. Mais grâce à son aide, c'est beaucoup plus facile. Avant sa réussite professionnelle, était-il comme ça? Inimaginable. C'est comme si c'était 2 personnes différentes. Il réfléchissait tout en taillant les fleurs et les plantes. En voyant son dos affairé, Issei Ashigo se sentait très heureuse. Il cueillit une fleur et la donna à Issei Ashigo. Yiyan fut surprise par son geste.
mais accepta le cadeau avec joie. 3 heures plus tôt, Yiyan avait enfin passé une bonne nuit. Elle se leva et alla dans le salon, où elle trouva Kanké debout devant l'établi, occupé à tailler des fleurs. Ses gestes étaient remarquablement habiles. Yiyan s'arrête net, les yeux écarquillés. Kanké la découvre, immobile, et prend l'initiative de la saluer. « Mademoiselle Yiyan, avez-vous bien dormi ?» Il rit franchement en plaisantant, en voyant son sourire. Yiyan a un bref moment d'absence. Ces derniers jours épouvantables semblent un rêve. Il demanda avec curiosité ce qu'elle faisait. La réponse, douce et pleine de talent: « Je m'entraîne à tailler des fleurs. Pourquoi est-ce que je veux reprendre le travail? Je veux retourner à la vie normale au plus vite, la vie quotidienne. » Il ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Un sentiment de culpabilité envers Kanké le submergea. Tout à coup, jeune Géo lui demanda si elle voulait de l'aide pour s'attacher les cheveux. Troublé, Iléon tenta de coiffer ses cheveux en bataille avec ses mains. « Mes cheveux ont l'air vraiment décoiffés. » Jeune Géo sourit tendrement. « Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste t'aider. » Cela rappela à Iléon un souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, ses cheveux sont toujours en bataille. Il ne pouvait que se cacher dans un coin et regarder sa mère attacher tendrement les cheveux de sa sœur. Elle était douée et faisait ça tout en parlant. « Wang Jawayan ne reviendra plus. Donc, ne t'inquiète pas, sois tranquille. » Il hésita un instant, puis hocha la tête. Une fois les cheveux attachés, un compliment sincère et enthousiaste: « C'est vraiment magnifique. » Une réaction un peu lente: « Vous parlez de moi. » Un sourire tendre: « Oui. » Mademoiselle Yiyan, l'assassin à la silhouette élégante, demande à sa femme d'oublier qu'elle est sa femme. Elle a failli révéler son véritable identité. Quant à Kanké, à ce moment-là, il a pensé au certificat de mariage mentionné par Wang Shaoyan. Yishi ressentait une certaine anxiété. Ce n'était pas tant le certificat de mariage en lui-même qui l'inquiétait, mais l'attitude d'Iyan envers lui. Il ne semblait pas l'apprécier autant. Il s'approcha lentement d'Iyan, et lui demanda s'il préférait son ancien lui. « À tes yeux, sommes-nous la même personne ?» Le regard d'Iyan hésita. Probablement pas. Après tout, son langage omnipotent d'avant était effrayant. Maintenant, il est méconnaissable. Avec un sourire satisfait, l'omnipotent a oublié mon ancienne moi. Je l'aime plus que lui, Yiyan. À l'avenir, je serai toujours obéissante. Nous pouvons recommencer à sortir ensemble. Mais Yiyan semble hésiter. Restons comme avant. N'est-ce pas agréable d'avoir une relation platonique? Kanké sourit, les yeux impassibles. C'est intéressant. Voyons combien de temps tu peux esquiver. L'expression de Yiyan se fige instantanément. Kanké poursuit: à l'avenir, Mademoiselle Yiyan, vous pouvez essayer de m'aimer davantage, si c'est vraiment parce que, si on se marie par amour. Sous son regard scrutateur, Yiyan s'efforce de réprimer sa panique intérieure. Le temps passe vite et le soir arrive. Yiyan attend nerveusement à l'écart. Contre toute attente, Kanké lui demande simplement s'il peut lui raconter son passé. Par exemple, leur première rencontre. Mais ne me raconte pas les détails de leur relation. Je suis jaloux. Yiyan a secrètement poussé un soupir de soulagement. Il n'avait vraiment aucun détail de leur relation. Il ne pouvait que réécrire la scène de leur première rencontre. Il a raconté que nous nous étions rencontrés à la montagne, et que j'avais malencontreusement perdu quelque chose. Monsieur Kanké a eu la gentillesse de me le rapporter. C'est ainsi que tout a commencé. Mademoiselle Yiyan n'aurait pas plutôt perdu une tronçonneuse. Yiyan laissa échapper le mot « tronçonneuse ». Elle réalisa aussitôt sa gaffe, et se reprit précipitamment: un petit peigne. Kanké n'y prêta pas attention. Il la regardait simplement avec tendresse. Vent Manteau, l'assassin est jaloux. Sa femme a été sacrément effrayée par sa réaction. Au début, les deux discutaient tendrement dans la cour. Inconsciemment, ils ont commencé à parler des fleurs comestibles. Yiyan est un phytothérapeute. Il en a une connaissance approfondie. Il partage avec un sourire ses souvenirs d'enfance avec Kanké. Petite, quand j'avais faim, je mangeais des fleurs. Kanké, curieux, prit aussi une fleur et en mangea une bouchée. Puis il fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas bon non plus. Yiyan rit de sa réaction sincère. Cependant, l'expression de Kanké devint soudainement sérieuse. Un peu jaloux, il demanda à Mademoiselle Yiyan: tu préfères peut-être moi avant mon échec? Cette question inattendue laissa Yiyan perplexe. Son silence fut pris par Kanké pour un acquiescement. Son visage s'assombrit instantanément. Il ne permettrait à personne d'occuper le cœur de Yiyan, même si cette personne était son ancien lui. L'attitude de Kanké fit involontairement reculer Yiyan d'un pas. Cela lui rappela son apparence quand il venait de se réveiller. L'expression de Kanké était froide. Tes pensées sont complètement dominées. Oublie l'ancien moi. J'aime Yiyan encore plus qu'avant. À partir de maintenant, je t'obéirai sagement. Nous pouvons recommencer. Yiyan est un peu réticent. Restons comme avant. Continuons à avoir une relation platonique. N'est-ce pas parfait? Kanké, les yeux immobiles. Un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. C'est très intéressant. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire semblant. L'expression d'Yiyan se fige instantanément. Kanké continue:
à l'avenir, Mademoiselle Yian pourrait essayer de m'aimer un peu plus. Si, nous nous étions vraiment mariés par amour. Sous son regard inquisiteur, j'essayais de réprimer ma panique.